Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h sur Europe 1. Il est 13h18 et c'est l'heure du débat. Thomas Schnell avec vos invités Nathan Dever, écrivain, et Vincent Roy, écrivain et journaliste. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Encore une soirée de violence au Royaume-Uni. Pareilles émeutes n'avaient pas éclaté depuis des années. Cela fait maintenant 4 nuits consécutives depuis l'attaque au couteau à Southport qui a coûté la vie à 3 fillettes la semaine dernière. Des groupes d'ultra-droite s'en prennent aux forces de l'ordre et tentent de tirer parti de la situation. La tension ne retombe pas. Nathan Dever, quel regard est-ce que vous portez sur ces émeutes au Royaume-Uni ? On est sur un mot d'ordre. Trop c'est trop, enough is enough en anglais, qui fait référence à la vague migratoire. On est loin tout de même de ce qui s'est passé à Southport. Oui, on est dans un cas vraiment parfait, au sens qui illustre totalement la dislocation de la démocratie. Initialement, nous avons un drame terrible, un individu qui commet des actes monstrueux, qui s'en prend à des tout petits enfants. Enfin, on est dans la définition pure et parfaite du mal absolu, du mal métaphysique. Or, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ces groupuscules que vous avez mentionnés, au lieu de rester dans une indignation métaphysique, c'est-à-dire se dire comment est-il possible de faire des actions comme ça, au lieu aussi de réagir avec pudeur. Normalement, la réaction, quand on est dans la démocratie, c'est-à-dire dans la culture de la démocratie, dans l'esprit de la démocratie, c'est aussi l'obligation pour tous les individus qui ont une parole publique de se comporter avec pudeur. Platon le dit très bien dans La République, dans le livre 8, il dit « Dès lors que dans la démocratie, l'élément de la pudeur disparaît et de la modération disparaît chez les dirigeants ou chez ceux qui ont une parole publique, eh bien la démocratie se détruit, s'auto-décompose et devient une tyrannie. » On est vraiment dans cela. Au lieu de réagir avec pudeur, ces gens-là sont allés chercher le petit élément qui leur faisait plaisir, qui allait dans le sens de leur idéologie, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, que ce criminel, son père était rwandais, et à partir de là, ont mis en œuvre des émeutes racistes absolument hallucinantes, avec des attaques de mosquées, avec des attaques de centres qui hébergent des migrants, des demandeurs d'asile, avec des slogans absolument abominables, en essayant de déguiser cela en lutte politique, comme s'il y avait une revendication qui était légitime et dont on pouvait discuter normalement. Et ça, je pense que face à un phénomène de cette nature, il faut non seulement, comme le fait le Premier ministre, être extrêmement ferme, dire ces comportements sont intolérables et nous n'écoutons pas la colère qui est entendue parce que ce n'est pas de la colère. Et deuxièmement, analyser cela vraiment comme un moment où la démocratie est en passe de s'autodétruire au nom soi-disant de la volonté populaire, ce qu'elle n'est même pas. C'est presque un cas d'école, ce qu'il se passe au Royaume-Uni en ce moment, en termes à la fois de rumeurs, d'amplification, de stigmatisation et de flambée xénophobe. Sans doute pour part, mais je ne fais pas tout à fait la même analyse que Nathan, parce que, si vous voulez, ce qui vient de se passer à Southport est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a déjà eu beaucoup de crimes comme cela, d'affaires qui ne ressemblent pas à celle-ci, mais d'affaires, je pense notamment à Leeds il y a quelques mois. Il y a une colère qui dans le pays s'est constituée, c'est amalgamé, et alors là où je suis en revanche d'accord avec vous, c'est lorsque vous dites que cette colère-là a été noyautée par l'ultra-droite. Mais cette colère, elle germait dans le pays, si bien que ce que vous voyez aujourd'hui à Southport, c'est la face visible de l'iceberg. La face cachée de l'iceberg, c'est précisément cette colère d'une population anglaise, blanche, non urbaine, etc., qui s'est, si vous voulez, cristallisée à ce moment-là. Mais cette colère, elle est beaucoup plus ancienne que cela. Et c'est pour ça que là, d'une certaine façon, elle éclate. Le drame, et vous avez raison de le signaler, c'est qu'elle est noyautée, elle est reprise à son compte par l'ultra-droite. Mais il n'y a pas, vous savez, dans les émeutes que vous voyez, dans les exactions que vous voyez, il y a certes l'extra-droite qui est minoritaire, mais vous avez beaucoup de gens qui sont des ouvriers, qui vivent souvent dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas que l'extra-droite à la manœuvre. L'extra-droite noyote, récupère, si vous préférez, mais il n'y a pas qu'elle. Bon, Nathan Dever parlait de la fragilité des institutions. Pourtant, la justice britannique n'est pas connue pour sa souplesse. Les institutions politiques continuent, marchent bien. Il y a un manque de représentativité qui pousse ces gens à ne pas exprimer leur colère par un vote,
des votes qui sont courants au Royaume-Uni, mais par ces émeutes. Mais c'est précisément tout le problème. La colère dont vous parlez, oui. Évidemment que c'est un sentiment dont il faut absolument tenir compte, parce que c'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité. Quand, aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, certaines personnes souffrent particulièrement, par exemple, de l'insécurité, évidemment que c'est un sujet. Moi, je suis pas un censeur. Je suis pas là pour dire que en démocratie, on n'a pas le droit de discuter de l'insécurité parce que un débat sur l'insécurité serait ontologiquement d'extrême droite. Je dis pas ça. Une démocratie, enfin, un État, une société sans sécurité qui ne serait pas capable de garantir la sécurité, ce serait évidemment une société à minima défaillante. De la même manière, sur l'immigration, qu'il y ait non seulement le droit, mais la nécessité d'avoir un débat démocratique sur la question de l'immigration en France, en Europe, dans le monde, etc. Évidemment que ce sont des sujets majeurs de notre temps. Mais le sujet, à mon avis, n'est pas du tout là. Le sujet, il est... j'ai employé le mot d'élite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces manœuvres-là, soi-disant sont des manœuvres populistes, soi-disant sont des manœuvres qui expriment le malheur du petit peuple blanc contre les méchantes élites mondialisées et déracinées. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a toujours des élites. C'est-à-dire des gens, des militants politiques, des personnes qui surfent là-dessus. Et on voit quelque chose d'assez analogue en France. Quand on a vu certaines personnes, certains militants instrumentaliser la mort de Lola, instrumentaliser l'affaire Crépol, etc., racheter des noms de domaine sur Internet, organiser des raids numériques, soi-disant pour rendre hommage, alors que la famille même des victimes demandait de ne pas récupérer leur mort, etc., ça, c'est évidemment le même comportement. Et je pense que là-dessus, il faut être intraitable là-dessus. Moi, j'en veux absolument pas aux gens qui sont en colère parce qu'il y a de l'insécurité dans leur quartier. Personne pourrait leur en vouloir. J'en veux pas aux individus qui estiment qu'il faut avoir un débat migratoire parce que je pense qu'il faut avoir des débats sur tout. J'en veux aux élites qui manipulent ces colères-là en ayant la haine, littéralement la haine de la démocratie. Et alors, comment on fait pour faire la part des choses entre l'instrumentalisation politique de la colère, les ingérences étrangères, la manipulation des réseaux sociaux? Comment on parvient à trouver la juste réponse à cette colère-là? Ça dépend un peu, comme le disait Nathan, ça dépend un peu de l'élite politique. C'est à elle de calmer le jeu, c'est à elle de trouver les mots, c'est à elle d'expliquer. Voilà, le problème anglais aujourd'hui, vous savez, il y a le modèle anglais et il y a le modèle français. Ils sont deux modèles très différents puisque nous avons la laïcité qui est censée nous protéger de tout et dont on se rend compte d'ailleurs que pour part, elle nous protège pas de grand-chose. Mais là, vous voyez bien que le multiculturalisme anglais, d'une certaine façon, a fait long feu et que il faut bien reconnaître que c'est un échec patent aujourd'hui du modèle anglais. C'est ça le problème. Et comme il y a échec patent du modèle anglais, il y a instrumentalisation par l'extrême-droite. C'est ça qui se passe, ou l'ultra-droite, vous l'appelez comme vous voulez. C'est ça qui se passe, c'est cette instrumentalisation. Alors comment la réguler? Eh bien, c'est aux politiques qui, d'ailleurs, quand je dis les politiques, au tout début de l'affaire, je parle de l'exécutif britannique, il a été très flou, il a laissé en suspens un certain nombre de choses, ce qui fait que cette colère aussi, elle est due au flou du gouvernement britannique dès les premières heures, qui n'ont pas posé les bons mots et les bons diagnostics. Oui, mais alors Vincent Roy, vous parlez d'une colère qui vient de loin. On sait que ça fait plusieurs années désormais que ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir au Royaume-Uni, oui, qui visiblement en tout cas n'ont pas su régler à la fois le problème de la sécurité, le problème de l'immigration, qui ont provoqué cette colère-là. Est-ce que pour l'instant la réponse de Keir Starmer vous paraît être à la hauteur? Je pense qu'elle est à la hauteur. Qui lui est travailliste, rappelons-le. Exactement, qui est Premier ministre, qui a d'ailleurs fait une campagne, quand il a été élu, qui était un peu différente de ce que prônait son parti jusqu'alors en matière d'immigration. Il a dit qu'il voulait être plus ferme sur l'immigration que la tradition travailliste, en tout cas ces dernières années, qui a exclu les antisémites, etc. Donc qui a fait quelques concessions, entre guillemets, envers la droite. Mais là, il est d'une fermeté absolue. Et il dit, je refuse de transiger sur la gravité de ce qui est en train de se passer. Alors, j'aimerais juste répondre à votre question précédente. Comment faire la part des choses entre guillemets, les bonnes élites et les mauvaises élites sans manichéisme? Je pense que c'est aussi une question d'éthos. Ceux qui flattent les bas instincts de leur électorat. Ceux qui flattent Nigel Farage, le parti UKIP précédent. Exactement. Ceux qui flattent les bas instincts, la colère, le ressentiment, le racisme, quand il y en a là dans ces émeutes, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a. Et au Royaume-Uni, on a vu un moment, je dirais encore une fois, magnifique, enfin magnifique c'est ironique, mais un cas d'école de ce genre de comportement pendant le référendum sur le Brexit, où nous avons eu toute une campagne qui était d'une déchéance intellectuelle absolue, avec des arguments qui étaient nuls, avec un débat public qui volait extrêmement bas.
qui a flatté tous ces bas instincts-là. Et résultat, aujourd'hui, toutes les études d'opinion le montrent, si le référendum sur le Brexit recommençait aujourd'hui, le résultat serait inverse. Parce que les Britanniques ont compris quel était le prix à payer de la démagogie sur ce plan. Il y a un auteur qui a très bien décrit ça, qui est un auteur bourgeois, et j'insiste là-dessus, qui est Zweig dans Le Monde d'hier, où il décrit très très bien comment sa propre classe sociale, en tout cas une partie de sa propre classe sociale, accepte de renoncer au moment de la montée en puissance de la barbarie en Europe, accepte de renoncer à cet ethos qui l'a constitué. Et qui mène au suicide de l'Europe. C'était il y a maintenant plus de 70 ans, effectivement.